tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la chasse. La chasse durable, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on le fait? Si cette chasse à Madagascar n'est pas vraiment réglementée, si la chasse n'est pas vraiment bien gérée, nous risquerons de perdre certaines espèces qui sont déjà maintenant en grande difficulté. Pourquoi faire un jeu? Le jeu nous permet d'avoir des idées, de conscientiser les gens dans un laps de temps assez court, de voir les impacts négatifs ou positifs de la gestion de la chasse. Nous avons établi 3 types de jeux. Le premier jeu consiste à l'accès à l'information. Le jeu numéro 2, c'est pour le respect des zonages. Et le jeu numéro 3, c'est par rapport à la sélection des espèces. Pour ce jeu, nous avons besoin de sacs en tissu, des bols plastiques transparents si possible, des collègues qui vont nous aider à faciliter le comptage des générations futures et le plus important, des joueurs. Idéalement, on a besoin de 5 à 8 joueurs. Les animaux sont représentés par les haricots. On n'a pas défini telle ou telle espèce, mais ce sont tout simplement des animaux qu'on peut chasser. Le jeu, ça va durer 30 ou 40 minutes. L'objectif est de montrer aux gens ce qui va se passer dans la filière, dans la forêt. S'ils font de chasse à outrance, il n'y aura plus des animaux dans la forêt, il n'y aura plus des animaux pour les générations futures. Il y en a 2 scénarios. Le premier scénario, on place les animaux ici. Dans le scénario 1, on ne donne pas d'informations aux joueurs. On laisse passer le sac en tissu et chacun est libre de prélever à leur choix le nombre des individus et il les met dans leur propre sac. Parce que dans la réalité, personne ne connaît combien d'animaux telle ou telle personne ont chassé. Après quelques tours, un tour représente une année. S'il y a encore des animaux qui restent, on encourage un peu les gens à faire la chasse, à continuer. Dans la forêt, il y en a une capacité maximale pour les individus, c'est-à-dire, arrivé à ce stade, les individus ne vont plus trouver de nourriture, ne vont plus trouver de place, alors ils devraient migrer ailleurs. Par contre, il y a aussi un seuil minimal dont il ne faut pas dépasser, c'est-à-dire arriver à 5 individus. Ces animaux ne peuvent plus se reproduire. Après le scénario 1, on passe à la discussion avec les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment pensent-ils améliorer leur système de gestion de la faune dans leur terroir? Dans le second scénario, on délivre aux gens toutes les informations nécessaires. Par exemple, ils pourraient prélever librement, mais en tenant compte que s'il y a encore beaucoup, les animaux vont migrer parce que ces animaux vont se reproduire. Et si on atteint le seuil minimal, il n'y aura plus assez d'animaux pour les gens. Du coup, les gens vont prélever en tenant compte des informations qu'on a passées dans le second scénario. On va donner aussi les informations comme après chaque année de collecte, chaque tour, les animaux restants vont se reproduire. Et pour ce jeu, on s'est dit que pour les animaux restants, la moitié est mâle, la moitié est femelle et le nombre de petits qu'on va ajouter est égal au nombre de femelles. À la fin du second scénario, on refait la discussion avec les gens par rapport au premier scénario, qu'est-ce qui a changé, comment ils souhaiteraient faire la chasse dans le futur, dans leur village. Le deuxième jeu consiste au respect des zonages. Dans ce jeu, on utilise les sacs en tissu aussi, plus petites,
pour séparer déjà les animaux utilisés. Les boules en plastique transparentes si possible. Et les gens qui vont nous appuyer pour compter le nombre d'individus à ajouter lors des reproductions. Et bien entendu, les joueurs. On a aussi choisi d'utiliser des haricots qui représentent les espèces qu'on peut chasser. Dans le jeu numéro 2, on demande aux joueurs s'ils souhaitent utiliser les sacs ou s'ils souhaitent mettre déjà les haricots qu'ils prélèvent directement dans le pot plastique. Dans ce jeu numéro 2, l'objectif est de montrer aux gens de la communauté l'importance de respecter certains endroits pour bien préserver la faune. Dans le jeu numéro 2, il y a aussi 2 scénarios. Dans le premier scénario, on laisse les joueurs chasser librement sans les donner des informations assez précises. Mais on les dit tout simplement, ça c'est le zone numéro 1, ça c'est le zone numéro 2 et ça c'est le zone numéro 3. Chaque joueur peut prélever d'animaux dans les zones qu'ils le souhaitent. Ils peuvent prendre dans les 3 zones, dans 2 zones, dans une seule zone, ou ils ont aussi le choix de ne pas prendre. À partir de cela, on laisse les chasseurs à jouer. Après chaque tour, on compte les individus restant dans chacune de ces bols et on laisse ces bols aux collègues pour compter combien d'animaux restent. Par exemple, si à la fin, il en reste 10 individus, on pense que la moitié c'est du femelle, la moitié c'est du mâle, donc on ajoute 5 nouveaux individus dans cette zone-là. On fait les mêmes comptages et reproductions pour les différentes zones. Et on refait le tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'animaux dans les zones. En général, on va faire le tour, 5 tours. Mais dans le premier scénario, on ne va pas dire au début du jeu que ça va durer 5 tours pour qu'il ne va pas déjà être influencé par ce type d'informations. Après le scénario 1, on va se laisser dans les discussions, dans les débats. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Pourquoi on a séparé ça en 3 zones? Pourquoi ils ont pris dans les 3 zones? Pourquoi certains ont pris dans 2 zones? Pourquoi certains ont pris simplement dans une seule zone? Après les discussions, qu'est-ce qu'ils pensent pour l'avenir s'ils ont la chance d'avoir à nouveau des animaux dans leur forêt? Et on relance le second scénario, on leur donne les informations par rapport aux capacités de charge. Par exemple, pour le jeu numéro 2, la capacité de charge de chaque zone est de 100 individus. Ceci veut dire que si, par exemple, on arrive à avoir 100 individus, mais si après ça, les gens ne vont pas beaucoup chasser, les animaux vont encore se reproduire, mais on ne peut pas aller au-dessus de 100 individus. Pour les zones 1, les excédents vont migrer dans l'autre zone. Et si ici aussi, ça va être voir l'optimum, le 100, ça va aller dans le zone numéro 3. Mais si dans tous les bols, ça va être déjà 100 individus, c'est-à-dire tous ces individus, les excédents vont, soit ils vont mourir, soit ils vont aller dans d'autres zones, soit ils vont être chassés par les prédateurs parce qu'ils ne vont pas trouver de refuge convenable. On va faire dans le second scénario 5 tours et on va les expliquer ensuite aux gens que ces zones-là représentent les zones qu'ils ont dans leur site, leur combat. Ça, par exemple, le zone numéro 1, ça représente la zone de droit d'usage, c'est-à-dire un lieu où ils peuvent aller chasser. Ça représente la zone de conservation. Et ça représente le parc. Même si l'espèce est considérée comme étant invasive ou autre, le parc est un endroit qu'il ne faudra jamais y aller sans une autorisation précise du gestionnaire du parc ou du ministère général.
Et c'est à partir de ces informations que les gens doivent se référer à la loi. Est-ce qu'ils veulent aller chasser dans leur zone de droit d'usage? En général, c'est le seul endroit où ils peuvent aller chasser. Et à l'inverse, quand il y aura beaucoup d'animaux dans la forêt, ceux-ci vont se reproduire et migrer dans la zone de conservation et ceux-ci vont se migrer dans leur terroir où ils peuvent chasser. Donc, s'ils arrivent à maintenir la chasse correctement dans leur zone, il y aura toujours à partir du stock de parc qui vont ressourcer leur terroir s'ils arrivent à bien maintenir la cadence. Voici le jeu numéro 3. Ce jeu consiste à la sélection des espèces. Le matériel qu'on utilise, c'est comme les deux autres jeux, pour le plastique, des collègues qui vont nous aider à faire la reproduction, les joueurs. Pour ce troisième jeu, on a choisi d'utiliser différents types d'animaux représentant différents types d'espèces. Le premier représente le tendrec, le second représente le potamochère et le maïs, il représente le lémurien. On ne donne pas plus d'informations quel rôle ont ces espèces dans la nature ni quelle catégorie ils ont par rapport à la protection. Et chacun a librement le droit de prélever telle ou telle espèce et le nombre qu'il souhaiterait avoir. Et à la fin du troisième jeu, on espère que les gens ont plus d'informations par rapport aux catégories d'espèces, les lois concernant la sélection d'espèces et pourquoi c'est important de respecter ces lois pour ne pas que de telles espèces comme celle-ci disparaissent dans la nature. Pour le premier scénario, on laisse faire tourner le bol plastique et tout le monde peut choisir de chasser toutes les différentes espèces. Et comme les deux jeux précédents, on ne dit pas généralement aux gens que nous allons faire 5 tours, on laisse tout simplement. Et si au-delà du 5e tour, il y en a encore, on arrête quand même les jeux pour ne pas rester indéfiniment. Généralement, pour ce type de jeu, on utilise toujours le même nombre d'individus comme le jeu 1 et le jeu 2. La totalité des individus qu'on utilise, c'est 200 individus. Là, il y en a différentes espèces, mais 200 individus. Après le premier scénario, on va entrer dans la partie qui est le plus important, la réflexion, la discussion avec les gens. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Par exemple, pourquoi ils ont aussi chassé les lémuriens? Est-ce qu'ils ne savent pas la loi concernant la protection de ces espèces-là? Ou est-ce qu'ils ont tout simplement pas eu envie de perdre le temps à séparer les différents individus? Ou pourquoi ont-ils choisi de chasser un peu plus les tendrecs par rapport au potamochère? C'est quoi? Est-ce que c'est lié à leur culture ou à leur religion ou qu'est-ce qu'il y a vraiment? Et après cette discussion, on entame le second scénario en livrant toutes les différentes informations nécessaires. Par exemple, dans la nature, le taux de reproduction des différentes espèces ne sont pas les mêmes. Par exemple, une femelle tendrec peut avoir 3 petits. Pour le potamochère, une femelle peut avoir un seul petit, c'est-à-dire si au final il reste 10 potamochères, on pense que 5 c'est mâle, 5 c'est femelle, du coup on ajoute 5 petits. Pour les lémuriens, c'est que le taux de reproduction est assez faible. C'est une des raisons pourquoi on les protège. On considère qu'un couple n'arrive qu'à avoir des petits que chaque 2 ans. C'est-à-dire s'il reste 4 individus dans le tour, on ajoute tout simplement un individu. Et comme les deux jeux, il y en a une capacité de charge pour le tendrec, il y en a aussi une capacité de charge
pour le potamosphère. Mais ici, il n'y a pas de capacité de charge pour le lémurien parce que nous sommes tous conscients qu'ils sont déjà très faible densité là où ils sont maintenant. Alors ils peuvent se reproduire jusqu'à peut-être dans le futur, on espère qu'il y aura assez pour pouvoir imaginer cette option de capacité de charge dans le jeu de lémurien. Et il y en a aussi le seuil, que arrivé à certains seuils, tel ou tel individu ne peuvent plus se reproduire parce qu'il y a une forte chance qu'il y aura consanguinité ou que tous les individus restants sont chassés par les prédateurs ou autres. Dans le second scénario, on ne va plus mélanger les individus. Pour faciliter, on va les séparer en 3 bols différentes. C'est toujours le même espace, mais tout simplement séparés dans différentes bols afin de faciliter un peu le jeu. Du coup, généralement, on essaie de rafraîchir un peu la mémoire des chasseurs par rapport aux lois existantes à Madagascar. C'est une loi nationale que tout le monde doit respecter. Par exemple, il y en a des animaux comme les lémuriens qui sont classés dans la catégorie des espèces protégées. Donc, s'il va dans les zones, même ici dans le village, dans le droit d'usage, c'est l'espèce lui-même qui est interdit de chasser. Et il y en a des espèces gibier, comme le tendec, que les gens pourraient chasser durant la saison de chasse, c'est-à-dire entre mai et septembre. C'est ça qui est défini dans la loi malagasy. Et aussi très important, ne jamais aller chasser la nuit parce que c'est interdit dans nos lois. Après, on fait les différents tours. Après chaque tour, on compte le nombre. On fait la reproduction avec le collègue ici. Dans le second scénario, s'il y en a par exemple quelqu'un qui a fait encore beaucoup de chasse incontrôlée, c'est les autres joueurs eux-mêmes qui vont régler entre eux cette discussion. Pourquoi toi, tu as chassé encore plus alors que tu sais pertinemment que si tout le monde chasse avec de telles quantités, il ne restera plus pour les générations futures. Que ce soit pour le jeu numéro 1, jeu numéro 2, jeu numéro 3. Pour faciliter, les collègues spécialistes pour la chasse nous ont déjà aidé à intégrer des plateformes en Kobo Toolbox. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait les tours, on compte les nombres et on n'a plus besoin de faire le calcul manuellement. Le nombre apparaît directement ici que vous avez besoin d'ajouter tel ou tel nombre d'individus. Il n'y a pas vraiment de question de gagner ou de perdre dans le jeu. Si on arrive à assimiler les informations qu'on a passées dans les différents scénarios et que si on arrive à maintenir la population de la forêt, au final c'est tout le monde qui gagne, c'est la communauté, c'est la nation qui gagne car on arrive à gérer notre ressource naturelle.